5 semaines de congés payés, durée hebdomadaire du travail de 39 heures, ce sera le résultat des ordonnances adoptées en Conseil des ministres ce matin. Un colloque présidé par le chef de l'État, gros effort en faveur de la recherche pour sortir de la crise. Helmut Schmidt à l'Elysée, comment harmoniser les positions de Paris et de Bonn sur la Pologne. Et puis Madame Thatcher, très inquiète pour le sort de son fils perdu dans le rallye Paris-Dakar, le gouvernement français à la frette des avions de recherche. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'inflation et le chômage, les préoccupations des Français n'ont pas varié depuis le début de la crise. 2 réponses ce soir, précises, chiffrées. D'abord, l'indice des prix pour 81. Il s'établit finalement à 14% de hausse. C'est le chiffre le plus élevé depuis 1974. Cette année-là, l'augmentation avait atteint 15,2%. Une satisfaction toutefois. L'indice de décembre est relativement faible, 0,6%, meilleur score depuis 1 an et demi. Donc peut-être une indication de décélération. Le gouvernement espère arriver à un rythme de 10% pour 82, on verra bien. Deuxième préoccupation du pouvoir, le chômage. Avant de voir avec vous les dispositions adoptées ce matin en Conseil des ministres, un exemple plus parlant que n'importe quelle statistique, il date de ce matin. Ouverture, supermarché, cafétéria. Casino recrute, personnel féminin et masculin. Se présenter à 9 h, Square Saint-Charles. L'annonce est passée dans la presse parisienne. Il y a 76 emplois à pourvoir, ils sont plus de 2500 à se présenter dès 7 h du matin. On a dû faire appel à la police pour endiguer le flot. Certains mettront 2 heures pour parvenir au premier étage. On propose des postes de caissière, réceptionniste, vendeuse, fille de salle. L'annonce promet un salaire élevé dès l'embauche. 2 950 francs bruts par mois pour 30 heures par semaine. Le renseignement à établir à cette adresse. De même ici, madame. Ah non, c'était moi. Oui, voilà, vous m'envoyez donc... Dans la rue, l'attente continue. Qu'est-ce que vous cherchez comme emploi, vous, madame? Moi, c'est pour faire la vaisselle, parce que je suis trouvée pour être dans les magasins. C'est pas assez joli. C'est tranquille. Vous cherchez quel type d'emploi? N'importe lequel. Vous pensez que vous allez en trouver un ici? Il faut avoir de l'espoir. Il était donc 2500 ce matin à Paris. Au même moment, François Mitterrand, Pierre Mauroy et ses ministres, réunis en Conseil, ont adopté 2 ordonnances visant essentiellement à faire reculer ce chômage. Cela concerne la réduction de la durée du travail, hebdomadaire et annuelle, et puis d'autre part les contrats de solidarité entre l'État et les entreprises. Incontestablement, la première est de loin la plus publique et l'Élysée y attache une extrême importance. Pierre Bérégovoy, secrétaire général de l'Élysée, à l'issue du Conseil. C'est une avancée sociale très importante car pour la première fois depuis 1936, on vient d'abaisser la durée légale du travail. 39 heures au lieu de 40 heures. Et 39 heures, c'est dit dans le texte de l'ordonnance, dans la perspective de la semaine de 35 heures en 1985. Alors c'est important pour 2 raisons. Il y a la crise, il y a le chômage, il y a les bouleversements des techniques. Et il faut par conséquent mieux partager le travail entre tous ceux qui ont besoin de travailler pour vivre. Et en même temps, ça permet d'aménager le travail et par conséquent de faire en sorte que les usines continuent à produire dans de bonnes conditions. C'est donc un progrès social et en même temps un progrès économique. Voilà pour la philosophie du texte. Voyons maintenant avec Laurence Graffin son contenu en rappelant que la procédure choisie, c'est-à-dire les ordonnances, dispense le gouvernement d'en référer comme à l'habitude au Parlement. Mise au point à l'automne, vendue au Parlement en décembre, la machine à lutter contre le chômage a depuis aujourd'hui ses 2 rouages essentiels en état de marche. Ces 2 rouages, ce sont la réduction de la durée du travail et les contrats de solidarité. L'objectif de la réduction de la durée du travail, c'est d'arriver à 35 heures en 1985 et même fin 83 pour ceux qui travaillent en équipe jour et nuit. Mais dès maintenant, ce qui est acquis, c'est 39 heures légales par semaine dès le 1er février au lieu de 40 heures, la 5e semaine de congés payés, 8 jours fériés et payés par an au lieu d'1 actuellement, le 1er mai. Pour ceux qui sont au SMIC,
la réduction de la durée du travail n'affectera pas leur salaire. À côté de cette réduction, sont prévues des possibilités d'aménagement d'horaire, dont la plupart supposent des accords entre syndicats et patronat. Deuxième rouage de la machine, les contrats de solidarité, qui fonctionnent sur 3 régimes. Premièrement, l'entreprise réduit la durée du travail nettement plus que le prévoit la loi. Elle passe à 37 heures en janvier 83. L'entreprise a droit à une réduction ou une exonération des charges sociales pour les embauches qui pourront en résulter. Deuxièmement, l'entreprise embauche des chômeurs en contrepartie du départ volontaire de travailleurs de plus de 55 ans. Ces travailleurs gardent 70% de leur salaire. Troisième formule, l'entreprise embauche des chômeurs en contrepartie de la mise au mi-temps de travailleurs de plus de 55 ans, volontaires évidemment. Ces derniers, en plus de leur salaire de mi-temps, reçoivent de l'État 30% de leur salaire. Ce qui est à attendre de tout cela, c'est peut-être une meilleure productivité pour les entreprises, de meilleures conditions de travail pour les travailleurs, mais surtout des créations d'emplois, à une période où il n'est plus question d'une croissance rapide, mais où il s'agit de partager, entre un maximum de personnes, le travail disponible. Bon, la 5e semaine de congé payé, la durée hebdomadaire du travail à 39 heures, tout le monde voit bien de quoi il s'agit. En revanche, la notion de contrat de solidarité reste souvent un peu abstraite. C'est pourquoi nous avons choisi un exemple, là encore, celui d'un contrat de ce type, signé dans une entreprise de taille très moyenne, en Normandie, près de Rouen. Tout le monde a signé, le patron, comme les cadres, et les 2 plus gros syndicats, et chacun, vous allez le voir, devrait en principe y trouver son avantage. Martine Wilson. Vous êtes à l'usine Coflexip. 350 salariés, 500 millions de chiffre d'affaires l'an passé et un produit unique au monde, le pipeline flexible pour la recherche du pétrole en mer. Depuis la fin décembre, ici, syndicats et patronat ont conclu un contrat de solidarité. Un peu moins de 38 heures par semaine, création de 2 équipes uniquement pour le week-end. Résultat, l'embauche de 40 demandeurs d'emploi. L'idée naquit à la mi-décembre pour cause de carnet de commandes bien rempli et des avantages liés au système. Les charges sociales dont le gouvernement nous fait bénéficier sur le personnel embauché dans le cadre du contrat de solidarité, qui représente environ une 40aine de personnes en ce qui concerne notre société, représente environ 10% de la masse salariale. Pour vous, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Ça représente une toute petite part par rapport à l'ensemble des dépenses et au total du personnel que l'on doit embaucher. Oui. Mais ça vous rapporte aussi dans la mesure où les machines vont tourner le samedi et le dimanche, donc vont produire plus et rapporter plus à la société. Il est exact que ceci va nous permettre de produire davantage. Nous comptons sur une production supplémentaire de l'ordre de 20%. Les syndicats signent le contrat, même si le travail du samedi et du dimanche bouscule les principes jusque-là défendus. Ils signent au nom de l'emploi. Vous seriez d'accord, monsieur, pour travailler le dimanche? Oui. Oui, parce que comme j'avais pas de travail, j'ai trouvé ici la place d'intérim, et puis après, il y a forte chance que je sois embauché en fixe, donc c'est quand même certains avantages, quoi. Pour vous, vous travaillez le dimanche, c'est la chance d'être embauché? Oui, c'est ça. On a étudié justement toutes les données du problème et les répercussions que ça pouvait avoir sur l'emploi. C'est ce qui nous a sensibilisé le plus, je pense. Autant vous dire que s'il serait agi des femmes, on aurait dit non tout de suite. Bien sûr, c'est une remise en cause évidente des avantages acquis de lutte ancienne. C'est pas un retour en arrière, en mon sens, du fait que quand même, il faut bien préciser que ce travail de week-end va être effectué sans perte de salaire également. Le travail du week-end, une révolution pour les syndicats. Un point d'interrogation aussi pour la direction qui n'exclut pas de le supprimer si d'aventure les carnets de commandes sont moins fournis. Bref, l'espérance de vie des contrats de solidarité tient aussi à la bonne marge des affaires.
Voilà pour les ordonnances. Et alors que commençait le Conseil des ministres ce matin, lancement du second emprunt du gouvernement Mauroy, à un montant de 10 milliards de francs, un intérêt de 16,2%. Il s'est placé dans des conditions tout à fait satisfaisantes, dit-on au ministère de l'économie. Son émission est pratiquement considérée comme couverte, donc en un seul jour, bien qu'il n'ait pas eu le même succès que celui de septembre. Puis pendant ce temps-là, la bourse de Paris, elle continue de monter en 7 séances, une hausse de 5,6%. La bourse semble donc préparée ou être préparée à une bonne année 82. Voilà pour les préoccupations quotidiennes du gouvernement. Pour l'avenir, pour un futur plus lointain, il y a la recherche. Et le colloque qui se tient depuis ce matin et pendant 4 jours au Palais des Congrès de Paris a été entouré, dans sa préparation, d'un luxe de moyens. C'est François Mitterrand lui-même qui l'a inauguré cet après-midi. 3500 chercheurs qui viennent donner leurs idées, une demande énorme du public pour résoudre des cas concrets. Voici le portrait de ce colloque dont l'objectif est précisé par le chef de l'État. Nous souhaitons que de leur côté les chercheurs, les innovateurs, les techniciens soient conscients, pleinement conscients, au-delà même de leur rôle de citoyens, des grands objectifs que le pays se donne. Qu'aujourd'hui en tout cas, ils sachent dans quel sens nous travaillons pour sortir de la crise, reconquérir le marché intérieur, assurer l'emploi, réduire les inégalités, améliorer les conditions de travail, créer de nouvelles relations avec les pays en voie de développement, toutes préoccupations qui ne peuvent être étrangères à ceux dont la mission est de créer l'outil de l'avenir. Le relais est pris, presque tous les membres du gouvernement étaient là, la recherche est donc devenue un phénomène politique. C'est sur ce terrain que s'est d'ailleurs effectivement placé le ministre de la Recherche, Jean-Pierre Chevènement. L'essentiel est qu'à travers le débat, les forces de l'inertie et de la résignation aient reculé. Des problématiques nouvelles ont surgi à la faveur du contexte nouveau, créé par la victoire de la gauche, et à travers les réformes de structure, nationalisation, décentralisation qu'elle a commencé d'opérer. Gros efforts donc en faveur de la recherche, et là il s'agit d'un choix peut-être aussi politique que la lutte contre le chômage, François-Henri de Virieu. Oui, alors si vous voulez sur le plan politique, et j'emploie ici le mot politique dans son vrai sens, c'est-à-dire ce qui concerne les choix collectifs de tout un peuple, eh bien ce colloque de la recherche est en effet un acte très important. Jusqu'à présent, les grands choix technologiques étaient faits dans le secret par des petits groupes de décideurs, des industriels, des banquiers, des ministres et aussi des militaires. Il faut savoir par exemple que notre vie quotidienne d'aujourd'hui dépend de choix faits il y a 40 ans par les généraux américains qui ont orienté les découvertes des savants et des techniciens vers ce qui avait un intérêt militaire, et que c'est ainsi que sont nées notamment l'énergie nucléaire et l'informatique auxquelles nous avons trouvé après la guerre des utilisations civiles. Bon, beaucoup de gens ont parlé depuis longtemps de l'importance de la recherche, mais qu'est-ce qui peut changer effectivement aujourd'hui? Alors, Chevènement a dit tout à l'heure, cet après-midi au colloque, faire le pari de la démocratie, c'est faire le pari de la connaissance. Alors la question est de savoir si on peut instituer un dialogue direct et permanent entre ceux qui savent, les chercheurs, et le reste des Français. Le problème est de savoir si ces derniers, les Français, peuvent choisir eux-mêmes leur avenir. Alors, oui, répond Jean-Pierre Chevènement, le ministre de la Recherche, et pour l'instant les faits semblent lui donner raison, puisque plusieurs dizaines de milliers de chercheurs, d'élus locaux, de syndicalistes et de chefs d'entreprise ont participé depuis le mois d'octobre aux différentes phases de son colloque. C'est une mobilisation sans précédent qui devrait permettre, si le gouvernement réussit son opération, d'inventer, comme l'a dit d'ailleurs tout à l'heure le président de la République, un autre type de développement, de sortir de la crise, d'améliorer les conditions de travail et de nouer des relations différentes avec les pays sous-développés. Oui, c'est très ambitieux. Alors si vous êtes là, directeur de l'actualité, on ne voit pas souvent sur ce plateau, c'est qu'Antenne 2 va faire un effort d'information important. Alors ça, nous avons déjà commencé. Depuis le début de la semaine, nous diffusons chaque soir dans Antenne 2 dernière à 23h15 une série de reportages sur la façon dont la France de demain se prépare dans les laboratoires, dans les centres de recherche et dans les entreprises de pointe. Et au cours des prochaines semaines, nous essaierons de contribuer au dialogue entre les chercheurs et la nation. Les chercheurs, ils le diront d'ailleurs au cours du colloque qui va se poursuivre les jours prochains à Paris, attendent qu'on leur soumette des cas concrets à résoudre. Alors, si vous avez des besoins à exprimer, écrivez-nous. Si vous avez des demandes, écrivez-nous ici à Antenne 2. Nous transmettrons vos lettres aux chercheurs concernés. Alors bien évidemment, les Français ne sont pas les premiers à avoir ouvert le dossier. Les Américains, les Japonais surtout, ont ouvert la voie depuis longtemps. Regardez la fascination qu'a exercée sur Jean-Pierre Chevènement la visite d'une cité entièrement vouée à la science au Japon.
Voici Tsukuba, la ville du futur. Nous sommes au nord-est de Tokyo, la capitale. Depuis une dizaine d'années, c'est ici que s'élabore l'avenir économique, industriel et scientifique du Japon. 25 000 personnes y travaillent en permanence, que ce soit dans l'électronique, la biologie, la prévention des tremblements de terre, l'informatique, l'agriculture, l'énergie. Voici par exemple le plus grand bâtiment solaire du monde. C'est un gymnase. Alors vous savez que les Français ont toujours été fascinés par le Japon et ses méthodes. Le mois dernier, donc, le ministre de la Recherche visitait Tsukuba. Dans cet atelier, les chercheurs programment des robots. Ils leur apprennent à conquérir le monde industriel, à travailler à la place des hommes. Car l'homme au Japon va se consacrer de plus en plus à des tâches de recherche, pendant que les robots, eux, feront les travaux pénibles. Déjà dans les ateliers, tous les 15 jours, tout le monde se réunit pour définir les améliorations à apporter au travail, l'ouvrier comme le technicien, le cadre comme l'ingénieur. C'est à cela que Jean-Pierre Chevènement pensait en organisant le colloque de la recherche, ce robot qui va bientôt fabriquer des produits venant concurrencer les nôtres. Notre recherche va passer de 1,8 à 2,5% de la production intérieure brute en 85. Au Japon, il vise déjà les 3%. Alors, ça vaut le coup de féliciter. Bravo. Bon, bravo, monsieur. Les législatives partielles, J-4 pour les 4 circonscriptions que nous vous présentons l'une après l'autre depuis lundi. Ce soir, la plus lointaine de Paris, elle n'est pourtant qu'à 150 km de la capitale. Cela se passe à Chalon-sur-Marne. 5 candidats en lice, mais pour tout le monde, un duel PS-RPR. Jean-Louis Le Senne et André Saurin ont quand même pu s'apercevoir de l'intérêt, disons, relatif des électeurs concernés. Ça vous intéresse, la campagne? Oh, on s'en occupe pas beaucoup. De toute façon, on va voter quand même, hein. J'ai mes opinions et on ne pourra pas m'en faire changer, même si j'allais au meeting. Que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, ça ne change rien. Rien du tout. C'est ça le problème. Il faut être socialiste, il faut être communiste, il faut être quoi actuellement? Dites-moi-le. Les électeurs de cette 3e circonscription de la Marne sont visiblement parmi les premiers à avoir entériné ce qu'on appelle le fait présidentiel. Le 10 mai dernier, ils votaient en majorité pour Valéry Giscard d'Estaing, mais dès le mois suivant, François Mitterrand ayant été élu président de la République, ils envoyaient siéger à l'Assemblée nationale, comme député socialiste, un agent des impôts de 28 ans, Annette Chépy-Léger. Annette Chépy-Léger, qui, forte de 6 mois d'expérience parlementaire, repart aujourd'hui en campagne, la rose au poing et l'optimisme aux lèvres. Qu'on peut voir dans toutes les communes que l'on visite, on a une très très forte participation, puisque dans les communes de 100 ou 150 habitants, on a 10 à 15 personnes. Donc je pense que de ce point de vue-là, la mobilisation maintenant, elle existe. On est plutôt optimiste. Bien sûr, tous. Annette Chépy-Léger, c'est l'image locale de la force tranquille. Son slogan pour cette élection tient en 3 mots, confirmons le changement. Et pour le confirmer, elle en aura eu du renfort. Pierre Mauroy, Yvette Roudy, Jacques Ralite, Jean-Pierre Chevènement, Louis Mermaz, Edwige Javis et une trentaine de députés socialistes venus battre le rappel pour le compte de la Benjamine de l'Assemblée. C'est qu'au mois de juin dernier, Mme Chépy-Léger n'avait dû son élection qu'à 256 voix d'avance, un tout petit écart pour un taux d'abstention record, 23%. Premier inconnu, que vont faire ces abstentionnistes dimanche prochain? Deuxième inconnu sur le plateau de la balance, beaucoup d'agriculteurs avaient voté à gauche en juin. Que feront-ils cette fois-ci? Troisième inconnu enfin, quel accueil réservera-t-on au nouveau candidat de l'opposition, Bruno Bourbroc, conseiller général RPR de Chalon, 36 ans, qui n'était jusqu'à présent que suppléant du député Jean Bernard? À l'inverse de Mme Chépy-Léger, M. Bourbroc a sillonné la circonscription, ses 12 cantons, et visité chacune des 202 communes avec un argument choc. Dans cette circonscription, il y a 249 bureaux de vote. Il suffit qu'un seul électeur abstentionniste par bureau de vote, un seul plus 8, vienne voter et ça change le résultat de l'élection. Il suffit que 129 personnes changent le sens de leur vote et ça change le sens de l'élection. Peu d'orateurs nationaux pour soutenir Bruno Bourbroc, qui a préféré faire appel à ses voisins, le centriste Stasi, député d'Épernay, et le gaulliste Falala, député de Reims. On verra dimanche quelle tactique a payé. Car les 3 autres candidats de cette élection, une écologiste, un PSU, un Front National, ne pourront faire que de la figuration. C'est dire que dès le premier tour, on devrait savoir qui de Bruno Bourbroc ou d'Annette Chépy-Léger l'a emporté et qui a pris la veste. 710 424 adhérents, c'est ce que revendique le Parti communiste qui a publié les chiffres dans l'Humanité de ce matin. Ce sont nos plus forts effectifs depuis la Libération, 40 000 adhésions depuis le 10 mai, disent les communistes. Le temps de la contrition et de la pénitence, c'est ce que prévoit Raymond Barre au terme de l'état de grâce. Il l'a écrit dans l'avant-propos de son livre paru aujourd'hui, Une politique de l'avenir.
La politique française qui reste toujours déterminée par les événements de Pologne en ce moment. Tout à l'heure sur France Inter, le ministre communiste Anicet Le Pors, que nous avions reçu ici même le 1er janvier, a déclaré refuser le choix entre conformisme et dissidence. Les journalistes lui demandaient de choisir entre la solidarité gouvernementale et la fidélité à son parti. Il faut dire que la veille, le chef de l'État avait demandé à ses ministres de parler d'une seule voix, et puis que cet après-midi, Georges Marchal, lui, publiait une lettre qu'il venait de recevoir du général Jaruzelski. J'ai compris que nous pouvions compter sur la compréhension du PCF, lui disait le numéro 1 polonais, malgré toutes les difficultés que comporte pour vous, en tant que parti gouvernemental, la nécessité d'une prise de position publique sur les événements de Pologne. Le général Jaruzelski s'est montré optimiste sur l'issue du processus engagé depuis un mois tout juste. Eh bien, c'est de cela que Helmut Schmidt et François Mitterrand vont parler toute la soirée à l'Élysée, Michel Meyer. Effectivement, Helmut Schmidt est arrivé il y a environ 1h30 à l'Élysée. Il est venu ici à sa demande pour essayer de dissiper un certain nombre de malentendus relatifs aux positions respectives de la France et de l'Allemagne par rapport à la crise polonaise, par rapport à la répression qui sévit à Varsovie. À cet égard, ce n'est un secret pour personne que Helmut Schmidt était assez inquiet, même atterré depuis un certain nombre de semaines, à la lecture d'une presse française qui reprochait l'attitude assez tiède de Bonn par rapport à la crise polonaise, voire le neutralisme du chancelier ouest-allemand. À cet égard, Helmut Schmidt entend donc, à travers ce voyage à Paris, montrer que pour lui, et malgré tous les rumeurs qui circulent sur la position allemande et les différends entre Paris et Bonn quant à l'analyse de la crise polonaise, eh bien pour lui, les relations entre Bonn et Paris restent vraiment privilégiées. À cet égard, on peut considérer qu'il tombe vraiment sur un terrain favorable du côté français, dans la mesure où pour l'Élysée également, les relations entre Français et Allemands doivent précisément rester privilégiées. À cet égard, on peut noter que le chancelier Schmidt avait préparé le terrain durant les dernières semaines, et notamment au cours d'une interview à Antenne 2, la semaine dernière, souvenez-vous, depuis Washington, où il avait affiché une position plus dure par rapport aux soviétiques, dont il analysait le rôle dans la crise polonaise, et l'on peut considérer que c'était une façon de se rapprocher de la position française qui est beaucoup plus ferme que celle de Bonn, malgré tout. Tant que vous sachiez, on ne va parler que de la Pologne ce soir. Effectivement, dans la mesure où Helmut Schmidt est venu ici pour retrouver une sorte de coude à coude avec Paris sur les grands problèmes internationaux, il entend également retrouver ce coude à coude sur les questions et sur les problèmes économiques. À cet égard, autant à Paris qu'à Bonn, on est inquiet de la politique économique américaine, de la politique de taux d'intérêt élevés qui mine en quelque sorte les économies européennes, chômage, inflation, même problème en Allemagne qu'en France. Et à cet égard, je crois qu'on va essayer de caler ici une action commune franco-allemande par rapport aux Américains pour essayer de leur faire comprendre qu'ils ne peuvent demander à leurs alliés européens des efforts sur le plan militaire et sur le plan de la défense, tout en déstabilisant en quelque sorte leur économie. On se retrouve tout à l'heure à 23h15 dans le journal de Jacques Merlino. Le Kremlin, lui, a condamné très sévèrement aujourd'hui la réunion des ministres de l'OTAN à Bruxelles lundi. Condamnation également pratiquement dans les mêmes termes de l'un des membres importants du Parti ouvrier unifié au pouvoir en Pologne, Richard Wojna, de passage à Paris, interrogé par Philippe Rochaud. Primo, il y a deux buts suprêmes, c'est la paix intérieure, la sécurité de l'État. Chaque pays est juge de sa propre situation. Secondo, c'est la situation tout à fait temporaire. Je souligne le mot tout à fait. Vous voulez dire que Solidarité pourra survivre à l'état de siège ou pas? Je crois que la base ouvrière de la solidarité était enfin si puissante, je dis ouvertement, que cette base trouvera toujours des moyens pour s'affirmer dans ce syndicat. Mais ce serait un syndicat qui deviendrait presque une officine du gouvernement alors? Je ne crois pas. Je crois que c'est ce qui s'est passé chez nous pendant une année et demie, a laissé des traces si profondes sur la, disons, conscience nationale dans les esprits des hommes que le retour au statu quo ante août 1980 est impossible. Le pape, de son côté, a regretté ce qu'il appelle le déplorable état de siège en Pologne. Un état de siège qui a contraint les officiels polonais à renoncer à l'organisation des championnats du monde de cross-country en mars prochain.
Et puis également aux frontières du sport et de la politique, cette angoisse de Mme Thatcher, Premier ministre britannique. Elle est très inquiète pour le sort de son fils, Mark, qui participe au rallye de Paris-Dakar et dont on est sans nouvelles depuis 6 jours maintenant. Elle a éclaté en sanglots ce matin, a annulé un rendez-vous et a envoyé son mari à Alger. De son côté, Charles Hernu, le ministre français de la Défense, lui a prêté main forte en envoyant 3 appareils militaires français à la recherche du disparu. Bernard Rapp à Londres. Une femme, le visage gonflé par l'angoisse et par la fatigue, c'est l'image que les Britanniques ont pu voir à midi de leur Premier ministre. Margaret Thatcher venait assister à un déjeuner organisé par des hommes d'affaires londoniens. Bien triste déjeuner en vérité, puisque le Premier ministre devait s'effondrer en sanglots quelques minutes plus tard. Il est vrai que dans cette affaire, on a bien du mal à voir en Margaret Thatcher autre chose qu'une mère qui compte les heures avec angoisse. Car Mark Thatcher, son fils, c'est un peu l'enfant terrible de la famille. Alors que sa sœur jumelle Carol exerce sagement le métier de journaliste, Mark sacrifie quant à lui depuis des années à sa passion, le sport automobile. On a ainsi beaucoup parlé de lui l'année passée lorsqu'il avait accepté de courir pour un constructeur japonais. Et cela à un moment où les exportations d'automobiles britanniques étaient au plus bas. Pressé de toutes parts, il avait alors dû rompre son contrat. Considéré comme un pilote compétent par les spécialistes, il n'a toutefois, à 28 ans, jamais remporté de résultats notables et il espérait sans doute avoir plus de chance avec le rallye Paris-Dakar qui était sa première course saharienne. Il y a quelques mois, le Premier ministre britannique, pourtant fort peu porté sur les confidences, avait avoué qu'elle était constamment inquiète lorsque son fils participait à une course. Elle avait toutefois ajouté avec une pointe d'humour « Que voulez-vous, on ne peut pas garder éternellement ses enfants dans ses jupons ». Qu'est-ce que Margaret Thatcher pense de cette course? After Le Mans, it's no problems. Oui, they ask you what your mother thinks after this race. No, it's now that I've raced in Le Mans and other things, this rally, it's no problem. Il dit que sa mère est peut-être un peu effrayée pour Le Mans, mais que pour un rallye comme ça, il n'y a aucun problème. Elle ne doit pas tout à fait se rendre compte de la dureté de l'épreuve. Oui, Mark Thatcher a en effet disparu avec sa coéquipière que vous avez vue, la française Anne-Charlotte Vernet, et puis un mécanicien, Claude Garnier. Selon certaines dépêches qui demandent à être vérifiées, 2 d'entre eux auraient été retrouvés, on ne précise pas lesquels, et je crois que mieux vaut attendre. Ski, encore une belle performance pour les Françaises. 2 d'entre elles se sont classées 2e et 3e de la descente de Grindelwald, remportée par la Canadienne Sorensen. Dominique Duvauchel. Elle prend la tête de la Coupe du Monde de descente avec 15 points d'avance sur Doris De Agostini. Marie-Cécile Gros-Godonnier devient vraiment le chef de file du ski français. Certes battue par la Canadienne Sorensen à cause d'une grosse faute dans le haut du parcours, elle gagne course après course une vertu cardinale dans le cirque blanc, la régularité. Et croyez-moi, 2e à Grindelwald, une des descentes les plus ardues, c'est une très belle satisfaction pour Marie-Cécile. Autre satisfaction, la 3e place de la géantiste Elisabeth Shaw et la 9e position de la toute jeune Claudine Emonet. Bref, ça glisse très vite, ça glisse très bien pour le ski féminin français. Les pronostics de Pierre Bresse maintenant pour le quartet de demain qui se disputera à Cagnes-sur-Mer, le 6, le 16, le 15, le 12, le 7, le 9, le 11 et le 13. D'autres chiffres, ceux du loto, que vous allez découvrir en principe sur votre écran, sinon je vous les donne. Le 8, le 9, le 14, le 24, le 25, le 29 et comme numéro complémentaire, le 27. La mort du cinéaste Marcel Camus, 69 ans, et je crois que personne n'oubliera son évocation du carnaval de Rio, Orfeo Negro, qui avait obtenu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1959. Le mauvais temps maintenant, avec Alain Gillot-Pétret, a commencé tout d'abord par la Seine, par les nouvelles de Paris. Oui, le zouave du pont de l'Alma fait sa toilette. La Seine monte. Elle était à 5,65 m hier, 5,95 m aujourd'hui. Le maximum est prévu pour demain et vendredi avec 6,25 m. Après commencera la décrue grâce au temps sec qui interdit toute précipitation. Et pour demain, mais rien ne va changer. Rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours le même type de temps. Je vous disais hier soir qu'aujourd'hui sera la journée la plus froide. Voici quelques températures relevées à 13 h aujourd'hui par la météo nationale. Vous voyez, à Lille, il faisait moins 10 degrés. Eh bien, à Lille, ce matin, il faisait moins 19. Nice 17, ça fait 27 degrés de différence entre le nord et le sud du pays. Pour demain, pas de changement. Voici la carte. Au nord de la Loire, c'est un temps beau, froid et sec. Au sud, des brouillards, localement givrants, qui pourront persister dans la journée, mais ensuite
de belles éclaircies. Près de la Méditerranée, davantage de nuages, mais quelques éclaircies et quelques ondées aussi. Les températures prévues pour demain, encore très froid cette nuit au nord de la Seine, en moyenne moins 10 degrés. Au sud, c'est frais. Et l'après-midi, toujours négatif à Lille, Paris et Strasbourg, donc le nord de la Seine et l'Est. Frais au sud, 13 degrés à Bastia tout de même. Pour terminer notre éphéméride, demain c'est le jeudi 14 janvier, les heures du soleil, levé 8h41, couché 17h18. Et on fêtera les Nina. Voilà, Issoudun avec un nu. Dernier journal, 23h15 avec Jacques Merlino. Demain, antenne de midi, Bernard Langlois aura pour invité Jean-Pierre Cotte, ministre de la Coopération et du Développement. Vous savez qu'on parle toujours donc cette semaine de la faim dans le monde, à antenne de midi. Thème demain, les projets d'aménagement du fleuve Sénégal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonsoir à tous.